Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de préférer la télévision nationale. Le ministre d'État chargé du plan et du développement en sa qualité de président du conseil d'administration du MCA2 était ce week-end sur les sites nord de construction des centrales solaires photovoltaïques. Abdoulaye Biotchani a visité les sites de Djougou et de Natitengu. Plus de précisions avec Fallon Kisezounon et Edmond Ngwa. La construction des centrales solaires photovoltaïques s'inscrit dans le PAG, le programme d'action du gouvernement, un projet qui vise la production de l'énergie solaire en quantité et en qualité, avec pour finalité l'autonomisation du Bénin en matière d'énergie électrique. Lorsque le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016, pratiquement la totalité de l'électricité que nous consommions dans notre pays était importée. Avec des conséquences parfois dramatiques parce que il nous arrivait régulièrement d'avoir des coupures, il nous arrivait très fréquemment d'avoir des délestages et nous avons décidé, le président de la République et le gouvernement, de mettre fin à cela. Une première étape pour mettre fin à cela, c'est de produire l'électricité nous-mêmes. Et Dieu merci, nous nous sommes engagés et à mi-parcours, aujourd'hui, nous arrivons déjà à produire la moitié de l'énergie que nous consommons. D'ici l'année prochaine, nous serons en capacité de produire la totalité de l'énergie dont nous avons besoin. Et à l'intérieur de cela, il y a ces installations solaires qui sont importantes parce que c'est de l'énergie durable, c'est de l'énergie qui protège l'environnement. Et ça fait partie du mix énergétique que le gouvernement a choisi. À travers cette descente, le ministre d'État veut s'assurer de la sécurisation des lieux et de l'accompagnement effectif des personnes affectées par l'utilisation de ces sites. On avait besoin d'espace pour installer les panneaux solaires et ici on a identifié un site d'un peu plus de 20 hectares qui permet donc d'installer ces panneaux solaires. Il y a beaucoup d'implications, notamment sur les populations riveraines, sur les populations qui ont des activités sur le site. Il faut s'assurer que toutes leurs préoccupations sont prises en compte et que notamment les indemnisations qui sont prévues, y compris constitutionnellement, sont payées aux intéressés. Donc c'est tout ce travail-là qui va vers sa fin que je suis venu superviser et m'assurer au nom du président de la République, le président Patrice Talon, que tout ça est fait dans les règles de l'art. Je suis satisfait de ce que je vois, parce que j'ai vu le site, j'ai parlé aux représentants des populations et tout le monde s'attend dans les prochains jours à l'achèvement des travaux et à la réalisation des engagements que nous avons pris. 4 communes sont retenues pour l'installation des panneaux solaires, un projet conduit par le Millennium Challenge Account Bénin 2. Et de manière spécifique, il s'agit de construction de 4 centrales solaires photovoltaïques à Natitengu, Parakou, Djougou et Boïkon, pour un total de 50 MW. Donc cette centrale contribuera aussi à cet effort d'autonomisation en offre énergétique du Bénin. La durée de construction de chantier, c'est 12 mois maximum. Mais il y a un processus où il faut d'abord sécuriser le site, donc indemniser les personnes affectées par les projets, obtenir tous les papiers
Et la deuxième phase, c'est la sélection du producteur indépendant qui va venir réaliser les travaux. Le processus est en cours et presque à la fin. Le site de Djougou, qui doit abriter l'installation, fait 25 hectares et se trouve dans le premier arrondissement de la dite commune. Celui de Nati Tengou, quant à lui, fait environ 23 hectares. Parce que Parakou est l'une des villes à statut particulier du Bénin, l'on ne saurait être indifférent à la situation qui prévaut actuellement. Ce sont les propos du ministre du Plan et du Développement face au nouveau conseil communal à l'occasion de sa visite dans le Septentrion. Voici un extrait de son intervention. Parakou est l'une des 3 villes à statut particulier de notre pays. C'est aussi la plus grande ville du Septentrion et l'une des plus grandes villes du pays. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe et au travail nécessaire pour construire tous les jours la ville et la commune dans le plus grand intérêt des populations. C'est pour ça que je veux saluer ici le travail qui a été accompli par Charles Tokor pendant la dernière mandature. J'invite toutes les forces politiques au sein de ce conseil communal, l'Union progressiste, le FCDE et bien sûr le Bloc républicain à accepter le plan de Dieu pour la ville de Parakou, pour la commune de Parakou. Je ne souhaite pas que l'histoire retienne que c'est sous la gouvernance de ce conseil communal qu'il y a eu un recul dans le processus de développement de la commune. Je vais rappeler ce qui a été fait sous la mandature de Charles Tokor. Je ne souhaite pas que cette dynamique-là soit brisée. Seule la paix et la cohésion sociale peuvent décider les partenaires extérieurs, y compris le gouvernement, à poursuivre leur accompagnement de manière consistante et solide. Vous devez être, en tant que conseiller de Parakou, exemplaire. Et vous devez être les apports de la paix et de la cohésion sociale que nous recherchons tous. La construction de la ville autour des problèmes importants, sociaux, d'infrastructures, d'hygiène. Chacun de vous, qu'il soit la majorité de l'exécutif communal ou pas, peut y contribuer et doit y contribuer. Le gouvernement compte sur vous, le président Talon compte sur vous et je suis certain que les populations elles-mêmes comptent sur vous. Le Bénin accueille depuis ce lundi la formation des avocats stagiaires appartenant à 9 barreaux francophones. Une session de formation organisée par le CIFAF, le Centre international de formation des avocats francophones, appuyé par l'OIF et le gouvernement du Bénin. 2020 marque également les 20 années d'existence du CIFAF. Awa Chérif, Mathieu Sokenou, compte rendu. Des avocats stagiaires de 19 barreaux francophones en formation. Une rencontre internationale devenue une tradition pour le Centre international de formation en Afrique des avocats francophones. Malgré la pandémie du coronavirus, le CIFAF est resté droit dans ses bottes grâce aux nouveaux modes de communication. La pandémie du coronavirus a imposé ses lois et ne nous permet pas de nous retrouver, nous, avocats francophones d'Afrique. Qu'à cela ne tienne. À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. La technologie nous offre de nouveaux modes de communication facilement accessibles. En les exploitant, nous avons la latitude de nous réunir et tenir notre tradition session de formation, peut-être sans la chaleur humaine et l'hospitalité auxquelles nous sommes si attachés en Afrique. C'est pourquoi, pour contourner la difficulté que nous impose la crise sanitaire, le conseil d'administration du CIFAF a décidé que la session de cette année se tienne en bimodal, conjuguant le présentiel au distanciel via Zoom d'une durée de 2 semaines. 337 avocats de 19 barreaux suivront également la formation en visioconférence. Cette session, chers confrères, chers amis,
offrira une formation de même qualité que les années précédentes grâce à tous nos formateurs qui seront soit présents en salle, soit qui assureront les cours via Zoom. Comme d'habitude, vous pourrez échanger librement. L'OIF, l'allié du CIFAF depuis une vingtaine d'années, soutient l'initiative et grâce à sa contribution, d'autres pays pourront bénéficier de la formation. Je vous vois ce matin dans le rôle de Sisyphe d'Albert Camus. Vous faites partie de ces artisans de l'état de droit en Afrique francophone. État de droit comparable à un édifice en chantier et dont les fondamentaux sont de plus en plus attaqués et s'écroulent. Et au lieu d'être découragé, vous êtes toujours debout, déterminé, prêt à recommencer, à reconstruire et à renforcer cet édifice. C'est un acte de courage citoyen qui mérite d'être salué dans ce contexte où toutes les activités de l'OIF sont au ralenti ou mises en veilleuse. Une initiative que soutient aussi le gouvernement vu l'intérêt de la formation. Inutile de polémiquer sur l'intérêt et la pertinence de la formation continue, la formation permanente, des denrées rares, mais qui font pourtant de l'avocat un professionnel accompli en perpétuelle évolution pour s'adapter à l'évolution du droit, à l'évolution de l'exercice de notre profession, que beaucoup naguère ont exercé à l'instinct. Alors pourtant qu'il s'agit d'un domaine mouvant, mutant, qui requiert que l'on soit en permanence outillé. Je félicite ceux qui ont fait l'effort de participer à cette session qui me donne l'occasion de féliciter et d'encourager le CIFAF, promu et tenu de main de maître par le bâtonnier Jacques Achefon-Migan, et les efforts de formation auxquels le barreau du Bénin invite, exhorte tous les confrères, tous les professionnels en permanence et en continu. Je voudrais également féliciter les efforts qui ont été faits pour la tenue de cette session qui aurait pu être avortée en raison du contexte de pandémie que nous connaissons et que nous ne maîtrisons pas. Mais c'est aussi l'expression de notre capacité de résilience, non seulement insufflée par le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir sous le leadership du président Talon, mais également des efforts de résilience que chacun de nous fait, accompagne et qui explique que nous soyons en présentiel et aussi en visioconférence pour les confrères des autres barreaux francophones. Au total, 337 avocats de 19 barreaux francophones seront formés via visioconférence, dont 30 seront présents physiquement. La formation dure 2 semaines au Bénin. On parle maintenant de cette audience à l'Assemblée nationale. Charlemagne Amoussou, promoteur de la marque Lolo Andoche, a été reçu par le président de l'institution. Il est allé présenter au président Louis Vlavonou le convoi pain tissé fabriqué au Bénin. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous sommes venus lui présenter le pain tissé 100% made in Bénin. Et ce pain qui est pour nous le socle de développement de la mode béninoise, puisque ça part du coton, en passant par la filature, le tissage, et ensuite à la couture. Donc vous voyez toute la chaîne qui intervient. C'est une chaîne importante qu'il faut accompagner pour le développement à la base. Parce que vous voyez autant de tisserands qu'il faut pour pouvoir satisfaire le besoin. Il y a un besoin qui est là. Le canevas, on le connaissait. On parlait bien sûr du canevas, mais il n'y avait pas un point où ça se vendait. Il n'y avait pas quelque part où on peut le trouver, où ça ne vous donnait pas facilement. Donc nous avons créé une boutique pour ça, un showroom pour ça, pour réunir tous les pains tissés fabriqués au Bénin
pour que ce soit vendu à un seul endroit. Quand nous sortons, quand nous voyageons pour nos défilés et nos événements et autres, on ne reconnaît pas le Bénin à travers un style particulier. D'accord? Or, à partir de ceci, maintenant, on sait que ce qu'envole-là, c'est du Bénin. Ce qu'envole-là, c'est du Bénin. Ce tissu est du Bénin. Du coup, dès qu'on voit un modèle béninois, on sait tout de suite, oui, ça doit être du Bénin. À l'instar des autres pays où on voit tout de suite leur pain tissé, on le connaît. Donc, c'est pour le Bénin que nous sommes en train de promouvoir. Et on ne peut pas le faire sans en parler avec le président de l'Assemblée, qui est la dernière personnalité du pays. Et c'est pour ça que nous sommes venus le voir. Notre demande n'a même pas fait 72 heures avant qu'on ait le retour. Donc ça montre déjà son engouement, son envie à découvrir et à nous accompagner dans ce sens. Et le président était très fier, très content et a promis de nous accompagner partout où besoin sera afin que nous puissions faire connaître davantage ce tissu et que les institutions le portent à l'avenir pour montrer l'exemple aux autres, puisque le président le portait déjà aussi. Donc il a décidé d'en porter aussi davantage afin que les collègues et tout le monde puissent savoir que c'est un bon produit, très léger et facile à porter, qui convient à notre climat. Autre volet de l'actualité à présent, une jeunesse organisée pour de nouveaux défis. C'est le thème de l'Assemblée générale constitutive de la jeunesse du Parti Bloc républicain. Les travaux se sont déroulés à Glazoué en présence des membres du bureau exécutif du parti et des militants. Nestor Sella, Michel Egbe. Ils sont là, ces leaders du Parti Bloc républicain, pour être témoins de ce rendez-vous de Glazoué dans le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19. La jeunesse du Parti Bloc républicain se conforme aux lois régissant leur parti à travers ce congrès constitutif de leur organisation fêtière. La jeunesse occupe 30% dans le programme du Bloc républicain qui se veut un parti national. Je voudrais, au nom de tous les jeunes, de tous les congressistes, vous dire merci. Merci pour cette disponibilité et merci aussi d'avoir accepté et d'avoir financé sur les fonds du parti cette activité qui permet à ce que 127 congressistes identifiés par vous-même, par les membres du bureau politique élargi aux députés ministres qui avaient fait le cooptage de ces jeunes pour être ici aujourd'hui. Et je voudrais vous rassurer également que nous sommes une jeunesse qui, à aucun moment, n'accomplira sa mission. Nous allons accompagner le mouvement du parti. Nous allons faire en sorte que le bloc républicain soit effectivement le bloc de la jeunesse du Bénin. Vous êtes sous la coupe du bureau exécutif et du bureau politique. Donc tout ce que vous faites relève de la directive du bureau exécutif, appuyé des conseils et avis du bureau politique. L'Assemblée générale qui est réunie ici, qu'on a appelée l'Assemblée constitutive, est le résultat du souci du bureau exécutif de conduire les opérations et de ne pas laisser désormais la jeunesse en rade. Notre jeunesse doit être au devant de la mobilisation à la base. Les partis Mouel Bénin et UDBN saluent l'initiative et apportent leur soutien. Pour les responsables du Bloc républicain, la jeunesse est le levier de développement. Le Bloc républicain, à l'occasion de sa création, a fait l'option de la promotion de la femme et surtout de la jeunesse comme la base de son élévation et le levier de son développement. Cette ambition est consacrée dans les documents fondamentaux du parti. En effet, l'article 54 des statuts dispose que les organisations de masse du parti, à savoir l'organisation des jeunes, l'organisation des femmes, les organisations professionnelles et les organisations corporatistes sont des instruments importants du fonctionnement du parti. C'est conscient de cette importance que représentent les femmes et les jeunes dans le parti que les congressistes à Parakou ont décidé que ceux-ci soient représentés au sein des instances et ce, autant que faire se peut, dans une proportion de 30% des effectifs des dites instances, voire l'article 51 de nos statuts. C'est dire, chers camarades, à quel point les jeunes ont du prix
aux yeux des instances du bloc républicain. La tenue de la présente Assemblée générale en est une parfaite illustration. Chers congressistes, le parti bloc républicain attend beaucoup de vous. C'est pourquoi la jeunesse du parti bloc républicain prône l'unité dans les actions, d'où leur devise « Plus unis, plus forts » pour construire le Bénin. À la fin des travaux, les participants à cette Assemblée générale constitutive ont non seulement apprécié la vision des responsables du parti bloc républicain, mais aussi le leadership politique du chef de l'État. Leurs impressions au micro de Nestor Sella et de Michel Épée. Je saisis cette occasion déjà pour remercier le chef de l'État qui a eu la belle initiative d'avoir initié les réformes du système partisan. Parce que sans ces réformes, on n'aurait pas pu être aujourd'hui dans une assemblée aussi sérieuse. Et ça va être l'occasion pour nous de mieux nous enraciner et de porter suffisamment haut le flambeau du bloc républicain. Nous nous sommes engagés pour faire du parti bloc républicain un parti phare. Pour qu'un parti soit bien assis, bien ancré sur le plan national, il faudrait que sa jeunesse soit une jeunesse bien formée, une jeunesse engagée. Nous sommes venus organiser notre organisation de masse pour connaître les différentes directives sur lesquelles nous devons désormais fonder le parti. Et après la sortie de cette organisation, nous allons nous remettre sur pied d'œuvre pour gagner la plus grande masse des jeunes du Bénin pour le compte de notre parti. Dans tout système, il faut toujours préparer la relève. Et surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel du système partisan, il est très important que la jeunesse prenne la main. Et aujourd'hui, le bloc républicain, étant un parti véritablement national, ne peut qu'avoir des piliers forts. Et le premier pilier pour que ce parti-là soit véritablement fort, c'est la jeunesse. On ne peut qu'être préoccupé à mettre en place cette jeunesse-là dynamique qui pourra demain faire la relève de façon digne et continuer à relever les défis qui sont les nôtres. Et les caisses ont demandé que le parti ait des structures verticales et horizontales. Donc l'organisation de la jeunesse du bloc républicain en fait partie. Donc c'est une organisation de masse qui est la cheville ouvrière de la mobilisation du parti. Donc il était quand même de bon ton que nous puissions mettre en place cette organisation. L'organisation va continuer, l'organisation va s'améliorer. Nous allons nous exposer à des formations. Nous allons faire des cours de formation politique. Nous allons lancer des appels aux jeunes pour leur dire que la politique est un art, la politique est un métier. Cette initiative, parce qu'il faut organiser les jeunes, il faut qu'ils soient en rang de bataille pour les joutes à venir. Nous sommes à l'orée des présidentielles. Et la formation politique à laquelle nous appartenons soutient les actions du chef de l'État. Donc il faut organiser les structures de jeunes, les structures de masse. Avec la réforme du système partisan, vous avez compris que les choses ne marchent plus comme avant sur le plan politique. Le président Talon a eu le mérite d'apporter cette réforme qui, pour ma foi, il le fallait pour notre pays. C'est en train d'assainir le milieu politique qui, par ricochet, va impacter la gouvernance publique. Donc je crois qu'au sein de la jeunesse du bloc républicain, nous avons une grande chance. Nos tests disposent que nous serons présents dans les différentes structures de prise de décision à 30%. Et nous devrions nous organiser, nous mobiliser au niveau de chaque localité pour permettre à ce bloc d'être le plus grand parti. La coordination départementale à Libouri de l'Union progressiste remercie quant à elle ses militants à la base à Banikwara et à Gogonou. Les militants et les responsables du parti ont évalué les résultats de l'Union progressiste aux élections municipales et communales de mai dernier. Ghislain Kogué, Alexis Assoba. Merci pour tout ce que vous avez fait au cours des dernières élections. Le temps des remerciements à la coordination départementale de la Libouri du parti Union progressiste. L'Union progressiste, au niveau de la commune de Banikwara, a fait un bond. L'UP, selon ses responsables, a fait un score très honorable. Cela grâce aux actions des membres à la base.
lors des communales et des municipales dernières. Les efforts que vous avez consentis ont donné leurs fruits. Nous nous devons de vous féliciter. Plus que des félicitations, c'est un hommage qu'a rendu le coordonnateur départemental. Pour rendre hommage de façon solennelle pour vos nombreux efforts consentis lors de la bataille des élections communales du 17 mai 2020. À l'occasion des élections municipales et communales passées, l'Union progressiste a obtenu 13 conseillers communaux sur 33 dans la commune de Banikouara. Le maire et le deuxième adjoint au maire sont du parti Union progressiste. 6 chefs d'arrondissement sur 10 pour l'UP. Des résultats qui sont analysés pour tirer les leçons, forces et faiblesses. Des résultats qui remplissent d'espoir les membres du parti. Prochainement, l'UP fera les 75% des conseillers communaux. Donc, nous allons le démontrer dès la présidentielle. Au cours de la séance de Banikouara, il a été également question des acquis de la mise en œuvre dans la commune du programme d'action du gouvernement. Une autre séance s'est tenue à Gogounou. Beaucoup d'efforts ont été fournis par les militants parce que l'UP s'en est sorti avec 7 conseillers communaux, le premier adjoint au maire et 3 chefs d'arrondissement. Nous avions saisi cette opportunité pour penser les différents problèmes qu'il y a eu entre militants lors des positionnements. Ils ont fait la paix pour véritablement l'enracinement de l'Union progressiste dans la commune de Gogounou, dans la 2e circonscription électorale. De 4000 voix aux législatives, le parti a obtenu plus de 8000 voix lors des communales et municipales. Et pour les présidentielles de l'année prochaine, quel est le candidat de l'Union progressiste? Les militants sont prêts à apporter leur soutien au candidat que le parti aura choisi pour les élections de 2021. Attendez et vous verrez, autrement dit. Dans le reste de l'actualité, la première phase du projet asphaltage suit son cours et tend d'ailleurs vers sa fin. Et c'est déjà une véritable métamorphose qui s'observe dans les rues de Cotonou et environ au grand bonheur des populations. Voici le constat de Lenaï Kagwazaou à Godomé et Fidrosé ce lundi. C'est un délice de circuler par ici grâce à la magie de l'asphaltage. Nous sommes sur le tronçon Godomé-Magasin, Fidrosé route des pêches, en passant par Akogbato. Une voie autrefois impraticable, étroite et tortueuse, longtemps laissée en proie aux inondations. On souffrait vraiment avant, surtout quand il pleut. Cette voie est venue nous soulager. Vraiment, le président Talon travaille. Nous le remercions. On souffrait énormément. Avec la construction de cette voie, nous sommes en joie. Que le président soit remercié. Toujours quittant Godomé-Magasin pour Sédégbé, c'est une double voie en construction qui longe désormais les rails. Une zone où l'insalubrité et l'insécurité rayaient en maître. C'est un dépotoir d'ordures et vraiment c'est invivable. C'est invivable. Maintenant, avec l'arrivée quand même de la voie, vraiment, ça a été bien fait. Merci d'abord l'Éternel. En plus, le gouvernement du parti Salon. En temps, derrière les rails, c'était un nid quand même de braqueurs. Maintenant, aujourd'hui, tout est clair et on a vu que vraiment, ça a donné quand même une bonne image. Nous remercions vivement notre président et de continuer quand même dans ce... Que cette voie a été construite, je vois que bon, ça nous fait vraiment du bien. On emprunte par où on veut. On n'est pas obligé de contourner comme tout le monde, on n'est pas obligé de prendre par la voie principale et autres. Donc ça nous fait vraiment du bien, ça facilite la circulation. Je le remercie vraiment pour ce qu'il est en train de faire, pour les constructions et autres. C'est vraiment un bon président. Je l'aime bien. À l'heure où nous sommes, nous circulons librement. Même s'il pleut du jour jusqu'au lendemain, on peut facilement traverser. C'est un président dont le Bénin a besoin pour son épanouissement dans tous les secteurs. Du carrefour à Djaha à la clôture passant derrière l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, ou du même carrefour pour Rouilly-Barrière, la métamorphose s'opère. En temps quand il pleuvait là, c'était l'inondation.
il y avait un grand trou là-bas et que vraiment l'eau s'arrêtait et c'est difficilement qu'on arrivait même à passer. Vraiment c'est beau, c'est appréciable, c'est louable. Ils ont quand même fait changer la ville, hein, le pays quand même. Partout, vous voyez, il y a vraiment un grand changement. Un grand changement dans le pays. Tout le monde est à l'aise, on passe facilement à là où on veut. La voie quittant Agla petit à petit 2 pour Fidrosset, en passant par le CEG Entente, est aujourd'hui positivement méconnaissable. C'est désormais une large voie qui fait la joie des populations. Ici, c'est l'entreprise Sino Hydro qui est à l'œuvre. Bon, d'abord, on va remercier le gouvernement qui nous donne un travaux comme ça, qui nous donne la confiance. Et on va dire aussi au gouvernement qu'on va faire des efforts pour bien terminer, pour bien livrer les travaux. La réception provisoire sera prévue la fin de septembre. Ces joyaux vont donc être livrés dans quelques jours et la satisfaction des populations sera à son paroxysme. De l'énergie électrique dans le village de Arwa-Kamen, nous sommes dans la commune d'Agbanizon. Le réseau électrique qui alimente cette localité en énergie a été officiellement mis en service au profit des populations. C'est une réalisation de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Le reportage de Bruno Soali et Evariste Zoman. À Arwa-Kamen, ce jour était tant attendu des populations. Nous sommes dans la commune de Agbanizon, arrondissement de Kota, où la lumière fera désormais partie du quotidien des habitants à la grande satisfaction des autorités locales. Ce projet d'électrification est le bienvenu pour la commune en général et pour la population du village d'Arwa-Kamen en particulier. C'est un véritable honneur pour ce village de faire partir, sinon le tout premier à voir la lumière électrique luire, alors même que le chef-lieu de l'arrondissement, qu'est le village de Kota, est le seul dans la commune d'Agbanizon à ne pas être électrifié jusqu'à ce jour. Pour étendre le réseau électrique et extirper de l'obscurité le village de Arwa-Kamen, le gouvernement du président Patrice Talon, fidèle à son programme d'action, a déboursé à travers le fonds d'électrification rurale une somme d'environ 60 millions de francs CFA ayant permis l'acquisition des équipements énergétiques installés pour alimenter la localité. Nous avons construit environ 1 km seulement de réseau haute tension, HTA, et 2 km 300 de réseau basse tension permettant de desservir les ménages. Un poste de transformation de 100 kVA a été installé avec 10 lampadaires. Et comme pour achever ce projet tant cher au gouvernement, il a été initié des branchements promotionnels à l'endroit des populations qui aujourd'hui a été encore revu à la baisse à tout simplement 50 000 francs pour toutes les populations de ce village de Arwa-Kamen. S'il est vrai que la localité de Arwa-Kamen sort de l'obscurité, population et autorités locales doivent maintenir la veille pour préserver ces précieux équipements. Nous devons veiller à une bonne utilisation de ce réseau électrique qui serait mis en service. Nous n'allons pas donner la longue liste des bienfaits de l'électricité, mais nous allons vous exhorter à veiller à la sécurité des équipements, à veiller à ce que ce branchement ou ces branchements promotionnels, vous puissiez vraiment satisfaire à l'ensemble. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille à repousser loin de nos localités l'obscurité, comme ici, le village de Arwa-Kamen, qui en fait l'agréable expérience grâce à ces lampadaires qui garantissent désormais l'éclairage public. Vous le savez, mesdames et messieurs, les performances des candidats au baccalauréat 2020 ont été présentées la semaine dernière par le directeur de l'Office du bac. Il ressort des résultats que le premier du Bénin est un mineur du collège catholique de Lokossa. Marcela Rossi a rendu visite à Patrick Junior Rouquet. Reportage. 20 en anglais, 15 en français, 16 en histoire-géographie, 20 en mathématiques, 17 en philosophie, 20 en physique, chimie et technologie, 10 en sciences de la vie et de la terre et 18 en éducation physique et sportive. Pour finalement 18,31 comme moyenne. Patrick Junior, 16 ans, série C, a fait quasiment un sans faute à l'examen.
Le jeune bachelier n'a pas eu 20 dans toutes les matières, mais le relevé de notes affiche tout de même plus d'un. Un bulletin qui réjouit évidemment le principal intéressé. Je suis très content d'avoir ces notes parce que ce sont principalement ces notes qui ont pu me propulser pour que je puisse être le premier du Bénin au bac C. Cette nouvelle, les parents l'ont accueillie avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. Il est vrai, n'est-ce pas, que avec l'effort que l'enfant fournit, je me disais qu'il se pourrait qu'il soit parmi les meilleurs, mais pas le premier. Lorsqu'on m'a annoncé, n'est-ce pas, qu'il est le premier du Bénin, j'ai accueilli ça avec satisfaction. Je profite de l'occasion pour saluer ses encadreurs qui l'ont aidé, n'est-ce pas, à atteindre ce niveau. Le reste, c'est la joie qui m'anime. Premier du Bénin, il y a bien longtemps, Junior rêve de ça. C'est une fierté pour moi d'avoir pu atteindre cet objectif que je me suis fixé il y a 3 ans lorsque je suis allé au BEPC avec le même objectif, mais que je n'ai pas pu atteindre. En attendant d'être fixé sur son avenir, les réflexions continuent. Mais de toutes les façons, à en croire son père, tout dépendra de lui. Sachez, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du blog, une journée instituée en 2005. Occasion pour la rédaction de revenir sur l'historique du blog à travers son origine et ses spécificités. Journée mondiale du blog ou la Blog Day, un sujet signé Rebecca Kendiaoundé et Calvador Arwan. Une page reliée à un site web ou pas, une thématique, un angle de traitement et de la connectivité, des symboles qui renvoient à l'univers des blogueurs. Les premiers blogs sont apparus en 1995. Le mot vient en effet d'une modification de l'expression weblog qui signifie connexion ou selon d'autres, journal du web ou encore carnet de bord du web. C'est un carnet de notes, un journal intime que nous mettons sur Internet via les CMS des gestionnaires de contenu tels que WordPress ou Botamp qui est purement béninois pour partager nos expériences, pour partager notre passion ou pour opiner sur des sujets d'actualité. Cet outil s'est particulièrement développé au cours de ces dernières années. Il en existe aujourd'hui par catégorie et par thématique. Vous pouvez tenir votre blog sur n'importe quelle thématique, pourvu que vous ayez la passion de ce que vous faites. Vous pouvez tenir un blog de cuisine, vous pouvez tenir un blog de mode, vous pouvez tenir un blog de tech, vous pouvez tenir un blog sur le football, pourvu que ce que vous faites puisse vous passionner. Maurice Tantan est un blogueur. Son histoire avec le blog remonte à 2009. Sa principale source de motivation, la passion. Depuis, il ne s'en passe plus. C'est-à-dire dans les années 2009-2010, j'écoutais beaucoup la radio, notamment une émission qu'on appelle Atelier des médias sur RFI. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler des blogs. Et donc, je suis allé sur Internet, j'ai essayé de créer, disons, mes premiers blogs parce que bon, j'en ai créé beaucoup avant de finalement me fidéliser sur un seul pendant plusieurs années. Donc, je voulais juste découvrir ce que c'est. Et puis moi, avec ma formation de base qui est une formation de littéraire, j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais beaucoup, donc je voulais juste écrire, partager et essayer ce nouveau, disons, média-là, même si à cette époque, je n'avais pas cette conscience. Un blogueur n'est pas un chroniqueur ni un journaliste, même si les deux mondes se côtoient. Être un blogueur, c'est aussi aimer écrire sur des sujets précis. Mais au-delà, le blogueur se doit de captiver son lectorat grâce à plusieurs facteurs. Le style d'écriture utilisé, le graphisme du blog, la beauté des photos publiées, l'expertise apportée dans un domaine, mais aussi la personnalité de son auteur. Cela paraît simple, et pourtant, il nécessite bien parfois une formation. Une question fondamentale, primordiale, sur laquelle l'Association des blogueurs du Bénin met un point d'honneur. Il y a des astuces qu'on doit pouvoir nous apprendre afin de ne pas pouvoir aller dans le décor ou parler de tout et de rien.
Il est vrai que quand on a un blog, c'est pour s'exprimer, c'est pour donner son avis sur des sujets donnés, c'est pour opiner, mais tout en opinant, il faut pouvoir aller avec courtoisie pour ne pas choquer d'autres personnes. Comme le journaliste, il y a une code de déontologie à suivre. Aujourd'hui, nous, on se focalise sur le code du numérique pour écrire nos contenus. En instituant le 31 août comme journée mondiale du blog, l'idée est surtout de faire connaître ces férus du web, mais aussi promouvoir cette nouvelle forme de communication. 15 ans après son initiation, le blogging a visiblement de l'avenir au Bénin. Il y a de l'avenir et beaucoup de personnes arrivent. Aujourd'hui, on voit des institutions financer même la formation de personnes, des jeunes filles, pour qu'elles créent des blogs tenus et pour qu'elles expriment des points de vue, des opinions sur tel ou tel sujet. Et puis je pense aussi sur le plan politique, le blog a de l'avenir. Le blogging a évolué avec le temps. Aujourd'hui, il est très prisé par les entreprises, les organisations, les communautés, les personnalités publiques comme espace privilégié de commentaires, d'échanges et d'informations. Le blogueur peut vivre aussi de son art s'il en fait son activité professionnelle. L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir en Côte d'Ivoire, au Soudan, où les autorités et plusieurs mouvements rebelles ont formalisé un accord de paix historique à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Alors qu'au Liban, un nouveau Premier ministre est désigné en la personne du diplomate Moustapha Hadib. La compilation de Jérôme Houba. En Côte d'Ivoire, les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, ont déposé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre à la commission électorale indépendante. Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la constitution de notre pays. Si Ouattara est candidat, il faut que nous aussi on soit candidat. Il faut qu'on laisse le président Laurent Gbagbo rentrer au pays. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il soit président. On est fatigué de tout ça là. Pourquoi lui il est candidat et puis des autres peuvent pas être candidats? Qu'est-ce qu'il a de plus comme qualité que les autres n'ont pas? Monsieur Gbagbo, qui ne s'est encore jamais prononcé publiquement sur sa candidature, est toujours en liberté conditionnelle en Belgique, dans l'attente d'un éventuel procès en appel devant la Cour pénale internationale qu'il a acquitté en première instance de l'accusation de crime contre l'humanité. Vers une fin de 17 ans de guerre au Soudan du Sud, les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles ont formalisé un accord de paix historique à Djouba, capitale du sud du Soudan. Les accords ont été paraphés en deux temps. D'abord, les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre débutée en 2003 a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l'ONU. Puis le mouvement rebelle du Kordofan Sud et du Nil Bleu, où la guerre a affecté 1 million de personnes. Le Liban a un nouveau Premier ministre. La présidence de la République a désigné le diplomate Moustapha Hadib pour relancer la situation catastrophique qu'a connue Beyrouth ces derniers temps. Un accord avec le Fonds monétaire international doit être le point de départ de la mise en œuvre des réformes. L'opportunité est réduite et la tâche que j'ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques sont conscientes de la nécessité de vite former un gouvernement et de commencer à mettre en œuvre des réformes avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international. Précisons que le Hezbollah est disposé à discuter d'un nouveau pacte politique au Liban, proposé par le président français Emmanuel Macron, déclaration du chef de la puissante formation pro-iranienne, Hassan Nasrallah. En France, alors que les laboratoires d'analyse sont pris d'assaut à Paris, la mairie a installé des tentes sur le parvis de l'hôtel de ville ainsi que devant des mairies d'arrondissement pour réaliser chaque jour près de 1500 tests.
Ces tests gratuits et sans rendez-vous sont destinés à ceux qui pensent avoir été exposés à du risque, mais qui sont asymptomatiques. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.